Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau Zoom consacré cette semaine à la 28e journée de Première Ligue qui s'étalera sur 4 jours de vendredi soir à lundi soir. À mes côtés aujourd'hui, Christian Skakels, Jean-François Remy et Julien Courtois. Bonjour messieurs, tout va bien? Bonjour Serge, ça Bonjour. va bien? Je vous propose de débuter immédiatement avec le bilan de la 27e journée, Christian, et on va remarquer que les tendances sont confirmées avec notamment encore plus de victoires en déplacement qu'à domicile et de partage le week-end dernier. Voilà, c'est pratiquement rien à ajouter à part que la moyenne descend encore. 2,61 maintenant. 19 buts seulement en 10 matchs le Oui, week-end dernier. exactement. Donc voilà, 123 buts marqués. Attention, il faut quand même savoir qu'on risque dans les semaines à venir, peut-être si ça continue comme ça, de ne voir plus que la photo d'Harry Kane, aussi bien à gauche qu'à droite, il serait Il en a, tête. il a fait fort évidemment le week-end dernier avec 2 buts et 2 assists. Donc il talonne Salah avec 16 buts et il devient le seul meilleur donneur d'assists. Et voilà pour le bilan. Je vous propose quand même d'ouvrir un petit paragraphe sur un dossier brûlant. Peut-être que vu l'actualité, je devrais dire un serveur brûlant. C'est évidemment Liverpool qui vient de perdre son 6e match d'affilée à Anfield. Pas encore de victoire dans son temple, dans son antre en 2021, avec aussi un but marqué sur penalty durant cette période. Et je l'ai noté, c'est 115 tirs au but depuis le début de l'année à Anfield et toujours pas de but marqué de plein jeu. Que dire de cette équipe de Liverpool, si ce n'est qu'elle est en train de complètement s'écrouler. Jean-François, vous avez commenté Liverpool ces dernières semaines. Que se passe-t-il du côté de Liverpool? On pensait quand même qu'ils allaient se relancer face à cette équipe de Fulham. Ils ont perdu 0-1. Ce qui se passe, c'est que ça ne va pas, notamment à domicile, que les points de repère sont perdus, que tout est mis évidemment sur les absences défensive, mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Et puis surtout, il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est que on peut être la star un jour et plus le lendemain. Et c'est un peu ce qui arrive à Jürgen Klopp aujourd'hui. Hier, il maîtrisait tellement bien les données de son équipe, les données du championnat d'Angleterre, et il était pris en exemple par tout le monde. Et aujourd'hui, sans trop savoir pourquoi, l'équipe se retrouve en grosse difficulté. Quand je dis trop savoir pourquoi, on peut évidemment pointer les absences en défense centrale, mais il n'y a pas que ça. Et vous citiez il y a un instant le nombre de tentatives au but par rapport aux réalisations effectives. Et je pense qu'il y a aussi un problème dans ce domaine-là, dans le domaine offensif. Donc voilà, le football, ce n'est vraiment pas une science exacte. Et comprendre ce qui arrive aujourd'hui à Liverpool est compliqué. Petite lueur quand même pour eux d'espoir. C'est le résultat obtenu en Ligue des Champions et un nouveau succès contre une bonne équipe de Leipzig. Donc ça veut dire que voilà, il a bouffé l'oxygène. C'est la bouffée d'oxygène. Ça veut dire aussi qu'on est sur deux scènes très différentes. On dit toujours la scène européenne et la scène, je dirais, locale est assez différente. Mais voilà, j'ai envie de juste de dire que c'est une petite respiration pour eux dans une période assez compliquée. Juste Christian, c'est 36 points de moins que la saison dernière au même moment. Aucun champion en titre n'avait perdu autant de points l'année suivante. Donc, c'est quand même une chute très spectaculaire. Oui, on était déjà inquiet il y a quelques semaines. On avait retrouvé en fait les données de la dernière saison de Klopp à Dortmund et je viens juste de la retrouver et donc je la partage avec vous. Voilà ce qui s'était passé dans cette dernière saison où il y avait à nouveau le même modèle, impossible de renverser la vapeur et de s'enfoncer progressivement. Et on avait évoqué pourtant l'effectif avec Aubameyang, avec Reus, avec Mkhitaryan, avec Dembélé à cette époque-là. Pas moyen, malgré l'effectif, de renverser cette tendance. Et je crois qu'il y avait 17 matchs ou 18 matchs, il n'y avait eu que 2 victoires par 1-0. Et c'était vraiment étonnant. Et on revit en fait le même scénario avec Klopp cette saison avec Liverpool. Une petite réflexion, Serge, parce que j'ai eu l'occasion de faire Liverpool ce week-end. Donc évidemment, Jean-François parle de la Ligue des Champions. Ça a été mis en place pour s'imposer en Ligue des Champions, vu que Jürgen Klopp avait mis pratiquement une équipe B avec énormément de jeunes dans l'effectif face à Fulham, ce qui les a menés à une nouvelle défaite. Et la réflexion, elle est importante. Il faut savoir que le bilan face aux équipes du bas de tableau pour Liverpool, il est de 9 points en 8 matchs. 9 points en 8 matchs. Ça nous fait donc un bilan de 15 points de perdus. Je prends l'exemple donc maintenant 1 sur 6 face à Fulham. Il y a eu le 1 sur 6 face à Brighton. On rappellera le 1 sur 3 face à West Brom. Donc, rajouter ces points-là à Liverpool qui aurait fait un meilleur bilan face aux équipes du bas de tableau, donc les petits détails d'une saison, il faut prendre le 6 sur 6 face au bas de tableau. Quand on est champion, c'est la base. Eh bien, Liverpool serait deuxième au championnat à l'heure actuelle.
Justement, Julien, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de plan B pour Jürgen Klopp? Il aborde les rencontres toujours avec le même système, le même dispositif, avec des joueurs qui changent évidemment. Mais il essaie toujours d'imposer la même approche. Est-ce qu'il n'y a pas de plan B? Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de changer un petit peu l'approche et justement jouer un peu plus en fonction de l'adversaire, Jean-François? Oui, c'est peut-être une solution. Après, c'est très compliqué parce que ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est évidemment sans avoir tous les paramètres aussi du vestiaire et de ce qui peut se passer aujourd'hui du côté du côté de Liverpool. Bon, je pense qu'en tout cas, il y a une des données, c'est que depuis le temps maintenant, il y a eu quelques rotations, mais pas beaucoup. Donc, est-ce que tout le groupe aujourd'hui est totalement concerné? On a revu un petit peu Origi hier, mais voilà, parmi les attaquants en tout cas, malgré le fait qu'il n'y a pas d'efficacité offensive ces dernières semaines, il est resté quand même toujours sur le même trio offensif. La bonne nouvelle, c'est le retour de Jota qui permet peut-être de redonner une petite rotation maintenant. Et d'ailleurs, il est aligné en Ligue des Champions. Il est aligné en championnat aussi. Quand Julien dit équipe B, je l'ai sous les yeux. Bon, l'équipe B, c'est quand même une bonne équipe B. Hein, donc c'était quand même pas une équipe qui devait perdre contre Fulham à domicile. Non, mais de toute façon, Liverpool ne peut pas perdre contre Fulham à domicile. Liverpool ne peut pas perdre face à Brighton à domicile, ne peut pas perdre face à Burnley à domicile. Ça fait 3 défaites sur le 0-1 sans même être capable. Alors, je dis même pas de marquer. Face à Fulham, ils n'ont même pas une occasion. On parle de Liverpool champion en titre et on voyait Mo Salah meilleur buteur de la compétition. C'est hallucinant. Donc voilà, en effet, tant mieux pour la bouffée d'oxygène en Ligue des Champions. Je pense que le championnat, cela dit, ils sont pas très loin de la 4e place. Mais on a l'impression que mentalement, il y a eu un déclic quand même. Ils sont pas loin, mais ils sont pas pour le moment dans le top 4. Et donc, si le classement s'arrêtait maintenant, ils ne seraient pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui est quand même un constat assez incroyable. On suivra Liverpool en déplacement. Oui, À moins de la gagner. À moins de la gagner, effectivement. Mais bon, ça, c'est encore un autre chemin à parcourir. En tout cas, on suivra, je le disais, Liverpool lundi soir en déplacement à Wolverhampton. On passe plutôt à l'une des 2 rencontres qui nous intéressent ce week-end et sur lesquelles on va se focaliser. On commence par le derby du Nord de Londres, Arsenal face à Tottenham. Une rencontre qui commencera dimanche à 17h30. Un petit rappel sur le classement. Arsenal est pour le moment 10e avec 38 points, alors que Tottenham est 7e avec 45 points. Et Tottenham reste notamment sur 3 victoires consécutives. Alors, le constat, Arsenal 10e. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle saison catastrophique, en faisant référence évidemment à Xhaka qui a encore fait une grosse boulette dans le partage à Burnley il y a quelques jours. 10e Arsenal, 38 points. Et chaque fois qu'on a l'impression que dans un match, ils vont beaucoup mieux, c'était le cas face à Leicester, lors de la victoire à Leicester, patatrac derrière, on est nouveau déçu. Ici, c'était face à Burnley, Jean-François. Oui, il y a un souci du côté d'Arsenal de stabilité qui ressurgit constamment. On a le sentiment, ça va mieux. Et puis, mais non, finalement, voilà. Même si je pense que Christian peut peut-être nous en parler, mais sur les 10 derniers matchs, on est peut-être dans la meilleure période, c'est ça, d'Arsenal? On est actuellement, si on fait la moyenne des 10 derniers matchs, ben voilà, il serait dans le top 6 en compagnie à égalité de points avec Tottenham. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ce match ce week-end. Dans les 15 derniers matchs, ils ne l'étaient pas, ils étaient 8e ou 9e. Dans les 20 derniers, ça descend encore. Donc aujourd'hui, ce classement 10e au général, ça va quand même un peu mieux, ça se rapproche un peu, mais bon, la saison est bientôt terminée, donc il faudrait peut-être accélérer le processus s'ils veulent terminer dans les places qualificatives. La moyenne de points d'Arteta, c'est 1,51 depuis qu'il est arrivé, donc depuis un peu plus d'un an, alors qu'Emery avait une moyenne d'1,73 points. Donc Arteta fait encore moins bien qu'Emery. Mais je voudrais juste moi sortir une information qui m'étonne toujours. Arsenal sous Arteta, c'est 13 matchs de championnat à domicile cette saison. C'est 6 sans être capable de marquer. On parle d'Arsenal, une équipe qui a un ADN offensif, qui a Lacazette, qui a Aubameyang, et ces 2 gars ne sont pas toujours alignés ensemble. C'est incompréhensible. Moi, les choix d'Arteta, je les comprends pas toujours. Et malgré ça, je lisais quelque part qu'il était peut-être sur les tablettes de Barcelone. Comme quoi, vous voyez, le métier d'entraîneur. On parle de lien, sans doute, avec le nouveau président et le fait qu'Arteta aussi a été formé du côté du Barça. Oui, mais ce que je veux dire, je pense pas que c'est sur ses résultats, en tout cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si sur les résultats obtenus jusqu'à présent, et là, je fais référence aussi à ce que Julien disait il y a un instant, avec aussi ce qu'on voit, c'est-à-dire en matière de spectacle, etc.,
je trouve qu'il bénéficie encore d'une presse qui est quand même… C'est évidemment la Cup qu'il a gagnée la saison dernière qui lui a donné une certaine immunité, en tout cas le totem d'immunité pour cette saison. Mais s'il fait pas mieux qu'une 10e place et s'il ne gagne pas l'Europa League, on rappelle aussi que cette émission est enregistrée avant les 2 rencontres de jeudi soir d'Arsenal et de Tottenham en Europa League. S'il ne la gagne pas, ce sera un échec énorme. Pour sa défense, c'est le seul point positif, je trouve. Niveau défensif, ça va encore, 28 buts concédés, mais le problème, il est offensif, 35 buts inscrits. Un clean sheet sur les 8 derniers matchs. Un clean sheet, 35 buts inscrits. Quand on s'appelle Arsenal, je trouve que c'est indécent. Bon, justement, Christian, on parlait il y a quelques instants, Julien parlait du duo entre Lacazette et Aubameyang. On va voir que ce sont les 2 joueurs les plus efficaces, mais par contre, ils jouent quand même très rarement ensemble. Juste avant ça, Serge, je voulais partager d'abord le timing le timing des buts dans l'efficacité offensive d'abord et puis défensive pour montrer justement ce qu'on illustrait, cette instabilité d'être par moment vraiment très très peu performant, comme par exemple dans la première demi-heure, alors qu'on sait que son maître qui lui a tout appris, il est extrêmement fort avec Manchester City dans cette première demi-heure. Pep Guardiola, on le signale quand même. Oui. Et lui, son équipe, en fait, elle se réveille à la demi-heure et elle se réveille, elle voit quelque chose de très bon à la mi-temps parce qu'elle est très performante. Et puis après, ça décline. Et elle se rendort alors, fin de match. Oui, tout à fait, parce que c'est quasiment impossible de s'imaginer qu'une équipe comme Arsenal ne puisse que marquer 2 buts seulement dans le dernier quart d'heure. C'est la plus mauvaise performance en Première Ligue, alors qu'on sait que c'est le moment où normalement on fléchit, on peut profiter d'une mauvaise attente, une mauvaise concentration, un mauvais aspect physique de l'adversaire. Et là, ils sont vraiment très très mauvais. C'est à l'image de ce week-end du match à Burnley où ils ont eu des occasions au dernier quart d'heure, ils ont poussé, ça a touché aussi le poteau, etc. Mais ils n'ont pas réussi à marquer. Pas d'efficacité, donc il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et au niveau de l'efficacité défensive, là aussi c'est très très bizarre. On voit qu'ils ne sont pas capables de marquer dans cette première demi-heure, mais ils encaissent beaucoup de buts dans le premier quart d'heure, beaucoup de buts dans le deuxième. Là, le quart d'heure où ils marquent le plus, c'est-à-dire le troisième, ils encaissent le plus. Et puis en deuxième mi-temps, il y a quelque chose qui se met en place défensivement qui a l'air meilleur. Et là, il y a que 10 buts encaissés sur toute une mi-temps. C'est très très montagne russe, c'est très très instable et c'est difficile à comprendre. Et par rapport donc à nos deux attaquants performants, ils marquent quand même 52% des buts de leur équipe cette saison. Comme disait Julien, c'est très étonnant de ne pas les voir souvent jouer ensemble. C'est probablement dû au système, parce qu'en fait ils sont très complémentaires avec 9 buts chacun. Mais comme vous pouvez le voir, Aubameyang qui est très fort dans le jeu dominant rapide et le jeu direct, très peu de buts sur jeu dominant placé. Par contre, Lacazette, lui, marque beaucoup sur des centres, marque beaucoup quand l'équipe est en place dans le camp d'adversaire, mais ne marque très peu sur des reconversions rapides du jeu direct. Donc là, il y a aussi quelque chose d'étonnant, c'est d'utiliser une fois l'un, une fois l'autre. Maintenant, peut-être que pousser l'analyse et l'observation en essayant de voir quand est-ce qu'il gagne le plus, est-ce que c'est quand c'est Lacazette qui marque ou quand est-ce que c'est Aubameyang? Ce serait quelque chose que je vais faire dans les prochaines semaines pour alimenter les prochains Wouzou. Ça donne l'impression que Arteta reste toujours très hésitant à l'approche des rencontres. C'est rarement le même trio offensif. Bon, il y a Saka évidemment qui s'est aussi imposé aux côtés d'Aubameyang et parfois de Lacazette. Mais à part ça, il n'y a pas de grande vérité, Jean-François, dans cette équipe d'Arsenal. Non, et en même temps, j'écoutais Christian, je me disais que finalement, quand on voit la complémentarité et les domaines dans lesquels les attaquants peuvent marquer, ils pourraient aussi peut-être séquencer aussi ces matchs ou en tout cas les histoires des matchs en se disant, tiens, je suis dans une fin de match, j'ai plus besoin etc. Je vais plutôt mettre ce binôme-là. Je vais dans un match où je vais peut-être devoir plus défendre, jouer sur des reconversions, je peux peut-être utiliser plus Aubameyang. Je tiens à signaler quand même la richesse de cet effectif parce que c'est quand même un effectif riche. Dans lequel on laisse quand même encore des joueurs comme Pepe sur le côté. Il y a Willian qui ne joue pas énormément. Quand on voit ce que Pepe a encore raté le week-end dernier, ça fait quand même mal de le voir sur le terrain. Bien sûr, mais ce que je veux mettre en avant, c'est la richesse. Et peut-être que, c'est ça qui, moi, m'étonne toujours, c'est que peut-être qu'un des meilleurs, en tout cas, moi, qui m'a toujours laissé une super impression quand il a joué, c'est le jeune Martinelli. Il a presque pas droit au chapitre parce qu'il faut déjà faire beaucoup de choix avant de le mettre. Oui, mais il y a une fragilité physique aussi. Il sort d'une grosse blessure. Il a encore été blessé depuis qu'il est revenu vers le mois de décembre. Donc oui, mais c'était pour signifier la qualité quand même du noyau qui est mis à sa disposition.
Bon, là, il a récupéré Partey, donc il est obligé de faire des choix au milieu aussi. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas un groupe qui est compétitif. C'est ça que je voulais dire simplement par rapport au positionnement occupé aujourd'hui Mais au je classement. pense, Jean, il y a un vrai problème de conception parce que quand on regarde au niveau des passes décisives, les deux meilleurs donneurs d'assist, c'est William qui a joué 14 matchs titulaires sur 27 avec 5 passes décisives, dont 3 sur phase arrêtée. Et dont on est Smith d'accord Rowe pour dire qu'il qui a fait une 14. saison très difficile. Oui, saison difficile, on attendait beaucoup plus, mais enfin, il est quand même le meilleur donneur d'assist de l'équipe malgré tout. Et Smith Rowe qui est à 4 alors qu'il a joué, je crois, 11 matchs seulement sur 27 Oui. titulaires. Il est venu seulement dans la deuxième partie. Donc ça, c'est vraiment symptomatique d'un problème de conception puisqu'il n'y a personne qui est capable de donner une passe décisive ou de mettre son empreinte sur le jeu. Et ce sont deux joueurs qui ont joué moins de 50% de temps de jeu titulaire qui sont les meilleurs donneurs d'assist. Il y a quelque chose de plus compliqué au niveau de la conception générale, je pense. Alors, il y a les incertitudes du côté d'Arsenal. Par contre, du côté Tottenham, il y a de plus en plus de certitudes. On l'a vu en tout cas sur les derniers matchs. Avec le week-end dernier, un festival, Gareth Bale, Harry Kane. Bah, je suis content, moi, quelque part. Parce que vous vous souvenez qu'on a discuté de Tottenham il y a quelques semaines et je trouvais que la solution passait sans doute par Gareth Bale. Pour ce qu'il apporte, pour la classe d'abord intrinsèque qu'il a, il fallait que les hommes s'entendent, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. On a plus l'impression que c'était un problème extra-sportif que sportif. Moi, je vois beaucoup de joie sur le terrain quand entre les joueurs, je parle, hein, quand ils jouent entre eux. Mourinho sortira peut-être grand gagnant de cette période, alors qu'on avait l'impression que c'était lui qui s'obstinait à ne pas vouloir utiliser Bale. Donc, c'est très paradoxal ce qui est en train d'arriver, mais il n'empêche quand même que dans les chiffres, trois titularisations de Bale, 3 victoires. Et 3 victoires, je dirais, avec en plus 4 buts et 2 assists. Exactement, voilà. Je mettrais quand même un petit bémol. Hein. Moi, je suis le premier. Hein. Moi, j'ai cru tout au long de la saison que c'était la saison de José Mourinho et Tottenham parce que vous parliez de richesse d'effectifs à Arsenal. Pour moi, la richesse d'effectifs à Tottenham, il n'y a personne qui l'égale cette saison en Première Ligue. Il faut avouer que je me suis bien trompé. Mais donc ici, le petit bémol, c'est qu'ils battent 2 fois Wolfsberger, OK, Burnley, Palace et Fulham qui est un promu. Restons quand même assez objectifs. Il sort d'une crise qui était monumentale avec 5 défaites en 6 matchs là, tout début du mois de février. Mais voilà, ils ont un calendrier favorable, ils en ont profité. Et effectivement, Mourinho, je pense, comme vous le dites, Jean-François, a un peu ravalé sa fierté en titularisant Dele Alli et Gareth Bale qui ont été décisifs dans ces matchs-là. Bon, en tout cas, c'est évidemment une nette amélioration avec Gareth Bale sur le terrain parce qu'on a l'impression, messieurs, que cette équipe de Tottenham est beaucoup plus ambitieuse, évidemment. Elle ne joue plus en fonction de l'adversaire comme l'a fait souvent Mourinho parce que là, il y a des possibilités. Et il ne faut pas oublier Son non plus parce qu'on rappelle que Son et Kane ont battu un record historique en Première Ligue ce week-end avec 14 buts, assists, buts de l'un vers l'autre ou le contraire, 14 buts. Ils ont battu un record qui datait de 1995 et qui était détenu par Shearer et par Sutton. Donc rien que là-dessus, alors qu'il reste encore une dizaine de matchs à jouer. Oui, ce qui a changé, c'est qu'avant, il y avait un duo. Maintenant, il y a le troisième homme qui vient, avec ses qualités, parce que je pense quand même qu'il y a une chose qu'on peut reconnaître quand même à Gareth Bale, c'est les formidables qualités qu'il a, athlétique, de finition, quand il est dans la verticalité, les courses, la profondeur, etc. Et en plus, et je ne pense pas que ce soit fin ou que ce soit du cinéma ou que ce soit, voilà, c'est l'entente qui a l'air d'y avoir aussi avec Harry Kane et la joie qu'il y a consécutivement aux buts qui sont marqués. Donc, je pense que, voilà, c'est important. J'ai l'impression que tout le monde se réjouit actuellement que quand même Bale ait pu faire un petit trou dans cette équipe aussi et ça va apporter un peu de sérénité à tout le monde, y compris sans doute à José Mourinho. Je voudrais juste peut-être, parce que sinon on ne fera pas la parenthèse, faire la parenthèse quand même, vous avez souligné tout à l'heure qu'il devait encore y avoir les matchs d'Europa League. Je signale quand même que dans cette confrontation-là, il y a une équipe qui va se déplacer, une équipe qui ne va pas se déplacer. Tottenham joue à domicile face au Dynamo Zagreb, alors qu'Arsenal doit se déplacer. Alors qu'au tirage au sort, ils devaient jouer ensemble, mais ils ne pouvaient pas jouer tous les deux le même soir dans la même ville. Donc, Arsenal doit se déplacer à l'Olympiakos. Même si je reste convaincu que l'objectif essentiel d'Arsenal cette saison doit être l'Europa League, parce qu'en championnat, on ne voit pas trop comment ils vont pouvoir revenir, en tout cas pour un ticket de Ligue des Champions, ça me paraît solidement. N'oublions pas Lucas Moura aussi, hein, qui refait surface aussi, qui avait été très décisif, qui avait été décisif dans la campagne de Ligue des Champions et tout ça, mais qui aujourd'hui a de nouveau un peu plus d'efficacité. Mais Christian, tu sais très bien que moi je mets souvent l'accent et parce que le football aujourd'hui pour moi c'est de la vitesse. Et aujourd'hui, Moura apporte de la vitesse, Gareth Bale apporte de la vitesse.
Et donc, du coup, et il y en avait déjà avec Son, pardon, et puis, et 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 puis la puis, donc, manière. et donc l'élément qui a changé, et c'est le point que je voulais insister sur Mourinho, c'est Bergwijn. Il a mis Bergwijn dans des matchs où, justement, Tottenham, au lieu peut-être d'aller chercher un peu de créativité, il mettait Bergwijn, qui est un joueur offensif, mais qui fait beaucoup, beaucoup de travail, essentiellement de replacement, ce qu'adore Mourinho. Mais le problème, c'est que dans ces matchs-là, ben, Bergwijn, peut-être, n'a pas eu le génie qu'un Bale aurait pu avoir pour faire basculer la rencontre en faveur de Tottenham, parce que finalement, avec Bergwijn, Tottenham, pas tous évidemment, mais les matchs importants, je pense notamment aux doubles confrontations face à Liverpool, mais ils les ont perdus face à Liverpool, les matchs de Tottenham. Un mot pour terminer sur ce joueur qui fait une saison exceptionnelle, c'est Harry Kane. Je ne sais pas si c'est le meilleur attaquant au monde pour le moment, mais c'est certainement l'un des plus complets. Est-ce que c'est votre avis aussi? c'est quelque chose qu'on peut laisser à Mourinho quand même, c'est qu'il a quand même cette faculté de pouvoir donner des rôles supplémentaires à des postes spécifiques, comme par exemple un 9, comme il l'a fait avec Eto'o à l'époque de l'Inter Milan. Il parvient à les transcender. Il a demandé à Kane de reculer pour pouvoir venir faire des assists à hauteur du rond central. Il faut quand même avoir une sacrée vision pour pouvoir imaginer ça. Donc, voilà, là, c'est un vrai travail d'entraîneur et c'est aussi la réception du joueur qui accepte de comprendre que ça peut lui apporter quelque chose dans son jeu. Voilà, quand il décrochait, quand il met dans le jeu, il avait une solution, c'était Son. Aujourd'hui, il en a deux dans la verticalité avec Bale en plus. Et je rejoins Bergwijn a des qualités, hein, c'est évident, mais Bergwijn se mettait dans le schéma de l'entraîneur. Jouait quelque part, l'entraîneur lui demandait quelque chose, il le faisait. D'ailleurs, avec une efficacité offensive qui était totalement insuffisante le concernant. Bergwijn, c'était pas suffisant sur le plan vraiment offensif. Et donc, du coup, ça, c'est aussi ce qui a été modifié un peu ces dernières semaines. C'est toute cette, alors autour, évidemment, de Kane, qui est vraiment le point central de cette organisation offensive. Mais désormais, il y a d'autres solutions. D'autres menaces. Maintenant, j'ai bien entendu ce que Julien a dit tout à l'heure. Il faut le confirmer face à des équipes un peu plus fortes. Bon, en tout cas, ils ont gagné le match aller, Tottenham, et le match retour se déroule à l'Emirates Stadium. Coup d'envoi dimanche à 17h30, prise d'antenne un quart d'heure plus tôt. La deuxième affiche oppose Manchester United à West Ham, un match qui aura lieu juste après, dimanche à 20h15. Un rappel sur le classement des deux équipes. Manchester United, deuxième, après sa victoire dans le derby, 54 points. Et puis la surprise de la saison, West Ham, cinquième et toujours en course pour une qualification à la Ligue des Champions. West Ham à 48 points. On va d'abord revenir sur la prestation des Red Devils face à Manchester City. Bon, vous étiez au commentaire, Jean-François. On peut dire qu'en marquant aussitôt dans la rencontre, Manchester United s'est mis vraiment dans une position favorable. Il a profité évidemment de cette avance pour gérer parfaitement la rencontre. Je pense que c'est le mot qu'il faut retenir pour cet affrontement-là, c'est le mot favorable. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu pour moi les circonstances de match favorables. C'est le fait de marquer très rapidement, en profitant de l'erreur en plus, parce que je pense que c'est une petite erreur de commettre quand même ce penalty-là, et que ça vient bouleverser les plans. Et puis aussi, pour ceux qui ont vu la rencontre, tomber sur une équipe de Manchester City qui n'a pas pu concrétiser quand même les nombreuses occasions qui se sont créées. Donc, c'est un match dans lequel on a envie de dire que quel qu'ait été le scénario de cette rencontre, on avait presque l'impression que Man U allait de toute façon en sortir vainqueur. Ils ont fait preuve de beaucoup d'abnégation défensive, beaucoup de solidité défensive, faut le reconnaître, et ils ont bien joué les coups offensivement, mais ils ont de la réussite, et pour le symbole de cette réussite, c'est le deuxième but marqué par Shaw. À la fois, c'est merveilleux parce que la relance est magnifique, le premier contrôle pour éliminer directement son opposant direct est très bien joué, mais la finition en elle-même, la forêt de jambes qui se trouve devant lui au moment où il fait sa frappe, pour le même prix, ça passe jamais. Donc voilà, c'est à la fois une corrélation, je dirais, de facteurs favorables et aussi d'une solidité dont ils ont fait preuve. Donc on peut pas nier cette solidité-là. Donc les concernant, je dirais que dans des matchs comme ça, des matchs très serrés, des matchs dans lesquels il faut être très performant défensivement et bien profiter des coups offensifs, très bien. Ce ne sera pas le même scénario, à mon avis, face à West Ham. Donc, ils doivent quand même être extrêmement méfiants, se rappeler aussi qu'ils vont retrouver un entraîneur qui a peut-être envie, sur le plan personnel en tout cas, de réussir quelque chose face à Man U. Oui, ça fait déjà quelques années, évidemment, qu'il a Ouais, quitté. mais vous savez, ça Old reste Trafford. dans la tête d'un entraîneur, ça reste. Bon, en tout cas, on va s'intéresser à cette équipe de West Ham. Et j'ai noté
une chose très intéressante. À 11 matchs de la fin, il reste 10 journées, mais West Ham a encore un match à disputer en plus. Ils ont pris plus de points déjà cette saison que lors des 8 des 10 dernières saisons de West Ham en Première Ligue. C'est déjà, d'ores et déjà, une saison incroyable pour David Moyes. Pour ce groupe, on parlait d'Arsenal il y a quelques instants. On ne peut pas dire que West Ham a un noyau avec plus de talent et plus de qualité individuelle qu'Arsenal, certainement pas. Par contre, les résultats sont là. Quelle efficacité, notamment sur phase arrêtée. Christian, on va voir que c'est la meilleure équipe sur phase arrêtée. Oui, on avait évoqué que tout avait changé. Le point d'inflexion, c'est quand Moyes a eu le Covid et que c'est son adjoint qui a pris le relais. Puis là, ils déroulent. Et ce qui est très, très étonnant, c'est qu'ils parviennent à se maintenir dans le haut du classement en ayant une fiche comme celle-ci au niveau tactique. Ils font du jeu dominant placé comme les équipes du top. Ils n'ont pas de jeu dominant rapide. Ils ont très peu de buts sur jeu direct. Notamment, il y avait seulement dans 2 matchs, 2 fois, 3 fois. Et alors, il y avait aussi le match dans la défaite la semaine passée contre Manchester City où ils marquent sur une reconversion rapide. Mais alors, ils sont excellents sur phase arrêtée. Ils sont excellents de la tête. Ils sont excellents sur centre. À mes yeux, avec les observations que j'ai pu faire dans les différents championnats, on avait déjà évoqué, à mon avis, ils peuvent pas rester aussi haut avec des paramètres comme ceci, mais enfin pour le moment ça fonctionne et ils ne dérogent pas puisque contre Leeds, lors du dernier match, ils ont marqué un but sur penalty et un but sur un corner sur une tête au deuxième poteau. Donc ils sont fidèles à leur modèle de jeu, mais je pense qu'il va manquer quelque chose pour le sprint final. Julien, vous voulez enchaîner? Ben ouais, je dirais que les chiffres là sont étonnants parce que moi ça me rappelle le David Moyes de l'époque Everton, la saison qui précédait son retour à Old Trafford. Enfin, oui, mais même faut quand même rappeler qu'il s'est qualifié une fois pour la Ligue des Champions en 2005, c'était au tout début de sa période à Everton et on a l'impression que c'est un petit peu la même saison, effectivement, Julien. Mais oui, parce que je me souviens avoir fait, à l'époque, Fellaini jouait en faux neuf, là, une place tout à fait incroyable. Et je me souviens bien que les statistiques à l'époque, Everton marquait la moitié de ses buts sur phase arrêtée. Donc voilà, ce sont des ingrédients qui fonctionnent bien dans son cas. Et espérons pour lui que ça fonctionne. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Christian. J'ai du mal à croire que West Ham se qualifiera avec des ingrédients pareils. À un moment, le talent, pour moi, en tout cas, le talent footballistique d'équipes comme Liverpool, Tottenham, à un moment, va revenir à la surface. Et alors, pour revenir juste sur le retour de Moyes, il faut rappeler quand même qu'il y a de ça quelques semaines, il a été éliminé en coupe d'Angleterre du côté d'Old Trafford dans un match un petit peu fou, un but 1-0 dans les prolongations. Donc déjà, son premier retour cette année du côté d'Old Trafford ne lui a pas rendu le sourire à David Moyes. On sera vite fixé, hein. Manchester, Arsenal, Wolverhampton et Leicester sont les 4 prochains matchs de West Ham. Donc, Mais attention, David Moyes, c'est un peu David Midas pour le moment. On a l'impression que tout ce qu'il touche se transforme en or, à l'image du défenseur central Dawson, qui est arrivé à l'été, qui n'a quasiment pas joué pendant la première partie et qui là a déjà marqué 4 buts sur phase arrêtée notamment depuis qu'il est titulaire, c'est-à-dire depuis la fin décembre, sans oublier non plus les joueurs tchèques, Souček, un des meilleurs milieux de terrain pour le moment, avec Koufal, avec Antonio, avec Cresswell aussi, qui est un des meilleurs donneurs d'assists parmi les défenseurs de la Première Ligue. Donc, c'est quand même le travail de David Moyes. C'est une équipe de joueurs de devoir. Hein. Souček, je trouve, c'est vraiment c'est le symbole magnifique. C'est un mec qui travaille toute la rencontre et qui se permet encore de temps en temps de faire des infiltrations et d'aller marquer son petit but. Voilà, c'est des bosseurs. Je trouve que c'est à l'image limite du logo de West Ham là, avec les marteaux. C'est des bosseurs, quoi. Et ça fonctionne et c'est tout à son honneur, en effet, ouais. Ben, le Souček d'aujourd'hui, c'est presque son Fellaini d'hier, quelque part. Mais c'est marrant parce que c'est un personnage qui est assez étonnant quand on regarde le parcours de Moyes. À la fois, il faut se dire que c'est quelqu'un qui est allé chercher une culture footballistique à l'extérieur. Je me souviens d'une anecdote, par exemple, il allait observer le Bayern de Munich à l'époque, il y a des années, il allait voir, c'était rare pour les entraîneurs anglais qui étaient très conservateurs sur leur football, etc. Lui, il allait voir ailleurs ce qui se passait. Il parlait notamment du Bayern de Munich à une certaine époque en disant, tiens, quand j'étais voir le Bayern de Munich, j'ai vu un jeune gars qui va être un joueur formidable parce que voilà, c'était Thomas Müller. Il expliquait la manière dont Thomas Müller allait manger les espaces. Et donc, ça m'a toujours étonné. Je trouve que c'est un personnage très étonnant parce qu'à la fois, quand il parle de football, il est intéressant parce qu'il va chercher de la culture ailleurs. Il faut rappeler qu'il a été entraîneur en Espagne aussi. Et c'est rare. Ça n'a pas bien fonctionné, hein, la Real Sociedad. Non. Ça dépend. En 2 temps, il les sauve d'abord.
Et puis ensuite, c'est le démarrage de la saison suivante qui ne se passe pas bien et donc il s'en va. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare pour des entraîneurs à la culture britannique au départ de pouvoir se retrouver comme ça d'aller dans une expérience à l'étranger. Et puis finalement, au moment, je pense, où Manu fait le choix de le reprendre, je reviens avec cette histoire de Manchester United, mais quand même, la succession lui avait été confiée. Bon, c'était une succession impossible, on va le dire comme ça. Oui, À Sir Alex. impossible. Mais ce que moi, je veux mettre en avant en expliquant ça, c'est à la fois, je trouve, c'est un personnage complexe à comprendre parce qu'il apparaît comme étant de la lignée des vieux entraîneurs anglais, ne sachant pas trop se remettre en question et ayant des principes de jeu. Il est écossais, hein. Juste, il n'est pas anglais, il est écossais. Britannique. On va pas fâcher les deux. Britannique, tout à fait. Voilà, britannique. Mais je suis d'accord, évidemment, il est écossais. Non, mais j'ai essayé de comprendre la complexité du personnage en me disant, il apparaît quand on en parle comme ça, comme un entraîneur un peu old school, et en même temps, il va chercher à l'étranger quand même, voilà, une certaine sensibilité d'autres championnats, etc. Donc, je sais pas, c'est un personnage que je dois encore, pour ma part, encore découvrir complètement. Sur le même sujet, en choix d'homme, il y a une actualité qui est tombée hier. Donc, Darren Fletcher, l'ancien milieu de terrain, est devenu directeur technique de United. C'était officialisé hier. Donc voilà, là aussi, dans les choix, c'est un joueur que j'adorais, moi, Darren Fletcher. Je suis curieux de voir ce que ça donnera en tant que directeur technique. Ouais, c'est un joueur du cru, effectivement, qui va peut-être renforcer le côté sportif de la direction, hein, parce qu'Ed Woodward a été beaucoup critiqué, notamment sur les transferts. Sa dernière saison, en tout cas, c'est un match assez fascinant. Manchester United face à West Ham, match important. Oui, Julien, vous voulez rajouter J'ai une dernière quelque chose? info, parce que Jean-François disait en effet que United avait très bien défendu à City. United reste sur 4 matchs consécutifs sans encaisser, donc c'est devenu vraiment une vraie référence, et que ça soit De Gea ou Henderson dans les buts. Donc il y a vraiment une bonne assise défensive, il faut le reconnaître à Solskjaer. Effectivement. Et donc, rendez-vous pour cette rencontre dimanche à 20h15. Voilà pour ce vous Zoom. On vous souhaite un excellent week-end de Première Ligue sur vous Sport World. Merci Jean-François, merci Christian, merci Julien et à très bientôt. Bye bye.